Donc, ce webinaire est enregistré. Il se déroule dans le cadre du programme Interreg qui s'intitule Horizonte climatique et qui regroupe une douzaine de partenaires venus d'Allemagne, du Luxembourg, de Belgique et de France. Et donc, nous animons une fois par mois, un jeudi de 12 heures à 13h30, un webinaire ayant trait au changement climatique et à son observation avec différents volets, la mise en place d'outils pédagogiques, d'observatoires photos du paysage et notamment une série de webinaires, et ils seront une quinzaine au total, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube dédiée à ces webinaires. Donc, vous pouvez le faire savoir à l'ensemble de vos collègues. C'est une chaîne YouTube Horizonte avec un T à la fin, climatique avec un C à la fin, et sur des liens sur les sites web de nos partenaires. Donc, le collectif PAP, qui est un peu le chef de file de l'organisation de ces webinaires, produit également chaque mois un signé PAP pour approfondir une thématique liée à la transition écologique et énergétique. Donc, on vous encourage aussi à vous y abonner. Nous sommes heureux je profite de quelques secondes pour faire un peu de pub. Nous venons de sortir aux éditions du Moniteur notre quatrième ouvrage qui s'intitule avec beaucoup d'optimisme Changeons de paysage, l'embellie écologique. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour le démarrage de notre deuxième cycle de webinaires qui est consacré au scénario de prospective. On vous a donc remis les dates. Aujourd'hui, l'Anthropocène, comment comprendre le présent pour imaginer le futur. Le 23 octobre, on se retrouvera autour des scénarios négawatts de la France et la Belgique. Le 6 novembre, sur les paysages et scénarios de prospective au Luxembourg. Et le 11 décembre, sensibiliser au scénario d'évolution de nos sociétés. Ils seront toujours traduits français-allemand et nous vous tiendrons informés pour l'année 2026 des suivants. Donc aujourd'hui, nous retrouvons pour la deuxième fois Michel Magny, qui est un pédagogue hors pair, Oh là. médaille d'argent du CNRS. Il est directeur de recherche émérite au CNRS en chrono-environnement, enseignant à l'université de Besançon et donc spécialiste des changements climatiques et environnementaux. Et je vous recommande très vivement la lecture de son Que sais-je sur l'Anthropocène. Et je lui cède la parole. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup pour votre gentille introduction. Je vais donc essayer de vous proposer une sorte d'introduction généraliste sur l'Anthropocène. J'ai intitulé ce diaporama L'Anthropocène, une époque disruptive pour les écosystèmes terrestres et pour les sociétés humaines. Euh, la première fois qu'on a proposé le terme d'Anthropocène, c'était par Paul Crutzen en 2000, à l'occasion d'un congrès international qui se tenait au Mexique. Et c'est lui, à l'occasion d'une discussion, d'un débat qui avait lieu dans ce congrès, qui a proposé le fait que nous serions entrés désormais dans une nouvelle époque géologique, parce que, disait-il, cette fois, ce ne sont plus les facteurs naturels qui déterminent la trajectoire des écosystèmes terrestres, mais bien l'influence, l'impact de l'homme sur ces écosystèmes. Et Paul Crutzen, pour le présenter, c'est quelqu'un qui était à l'époque un ténor de la recherche scientifique. Il avait reçu le prix Nobel pour ses travaux sur la chimie de l'atmosphère et plus particulièrement sur la question de l'ozone stratosphérique. Et c'est en particulier ces travaux qui ont contribué à alerter hein, sur le trou d'ozone qui se formait dans l'atmosphère au-dessus de notre planète
Et c'est à la suite de ces travaux que le protocole de Montréal a été signé en 1987 pour essayer de résoudre ce problème. Et aujourd'hui, effectivement, on sait que ce trou d'ozone est en train de se résorber progressivement. Voilà. Donc, vous voyez, un ténor de la recherche scientifique internationale, mais qui vient des horizons de la chimie et qui propose aux géologues de reconnaître le fait que désormais nous serions entrés dans une nouvelle époque. Et bien sûr, hein, cette proposition a entraîné énormément de débats. Ces débats ne sont pas clos. Si vous voulez, on pourra y revenir dans les échanges que nous pourrons avoir après la présentation de ce diaporama. Mais je vais consacrer hein, l'essentiel de ce diaporama non pas à ce débat, mais à ce qui caractérise l'Anthropocène. Alors, euh, attends. Alors, pour passer la suivante, Si vous cliquez, normalement, j'imagine que ça devrait passer à la suivante. non. Et si vous faites avec votre clavier la petite flèche vers la droite, Voilà, c'est bien ce que j'essaie de faire et ça ne passe pas. euh, vous êtes, ou sinon vous pouvez essayer de d'arrêter le partage et de repartager votre diaporama. Ah, c'est la même configuration que tout à l'heure. On voit un tableau blanc. Est-ce que vous pouvez essayer de partager, donc quand la fenêtre s'ouvre, de cliquer sur écran et ensuite vous devrez Euh, voir afficher votre diaporama. oui, Voilà. Parfait. Et là, si vous essayez de passer la slide, voilà, voilà, parfait. ça fonctionne Oui, très bien. oui. Merci. Voilà une image qui a été publiée par Paul Crutzen, qui est le co-signataire de cet article où le premier auteur était Stephen. On peut considérer cette figure comme une sorte de tableau de bord hein, de l'Anthropocène. Vous reconnaissez un certain nombre d'indicateurs de l'évolution des écosystèmes depuis le milieu du XVIIIe siècle, hein, 1750, jusqu'à nos jours, jusqu'au début du XXIe siècle. Et vous voyez que tous ces indicateurs marquent une évolution très nette, en particulier à partir des années 1950, une augmentation très forte qui se cale sur deux indicateurs. Le premier ici, l'indicateur de l'évolution de la population mondiale, et puis ici, le PIB mondial, hein, c'est-à-dire la production économique à l'échelle de la planète. Alors, tous ces indicateurs, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Dans l'article initial, il y avait une quarantaine d'indicateurs de l'évolution des écosystèmes qui étaient indiqués. Tous ces indicateurs montrent effectivement qu'il y a une crise écologique globale qui se développe, qui s'amorce au milieu du XVIIIe siècle, au début de la révolution industrielle, qui s'accélère, on vient de le voir, à partir des années 1950. Et en fait, ces différents indicateurs permettent de voir que cette crise écologique globale renvoie à cinq grands volets, hein. Tout d'abord, le changement climatique, la chute de la biodiversité, c'est les deux éléments les plus connus, hein, dont on parle le plus souvent dans les médias. Ensuite, un troisième qui est l'anthropisation, c'est-à-dire l'artificialisation des écosystèmes, le recul des écosystèmes sauvages au profit des écosystèmes qui sont perturbés, modifiés, aménagés par l'homme. Ensuite, quatrième volet, vous le voyez, la pollution. Et enfin, un cinquième volet
que pointent les spécialistes de l'Anthropocène lorsqu'ils parlent des différents aspects de cet Anthropocène, l'explosion démographique de l'humanité aujourd'hui. Alors, tout au long, on va revenir sur ces différents aspects. Ce que je voulais vous dire, c'est avant de commencer réellement le diaporama, c'est insister sur le fait que quand on parle d'anthropocène, on parle souvent de la trajectoire des écosystèmes. Je vais essayer d'insister avec vous sur deux aspects de cet anthropocène. Bien sûr, l'évolution dramatique que connaissent les écosystèmes aujourd'hui, mais également en arrière-plan de cette évolution des écosystèmes, la trajectoire qui a été celle des sociétés. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, pour commencer directement cette présentation de l'Anthropocène, je vous propose de nous plonger un peu dans le passé pour revenir un peu à ce qu'on pourrait appeler les racines de l'Anthropocène. Comme l'indique le nom hein, proposé par Crutzen, Anthropocène se compose de la racine grecque anthropos, qui veut dire homme. Hein, donc c'est une époque géologique qui se caractérise par un impact décisif de l'homme sur les écosystèmes de la planète. Et on voit se mettre en place, hein, en plongeant dans les millions d'années passées, progressivement cet impact de l'homme sur la planète. Et première chose, c'est la colonisation de la planète par le genre Homo. Vous voyez ici une carte qui vous montre comment le genre Homo, après être apparu en Afrique orientale il y a à peu près 2,5 millions d'années, va coloniser peu à peu au moins déjà les latitudes tempérées et tropicales de la planète. Hein. Et ces choses faites à peu près il y a 1 million d'années. Hein. Vous voyez que l'Europe occidentale est colonisée il y a un peu plus de 1 million d'années. Les îles indonésiennes, il y a pratiquement 2 millions d'années. Donc, vous voyez déjà un premier succès démographique, une première colonisation effectuée par le genre Homo. Les choses vont être plus décisives encore avec l'espèce Homo sapiens hein, qui apparaît il y a quelques 300 000 ans. On a localisé les premiers Homo sapiens dans l'Atlas marocain, comme vous voyez ici. Et puis à partir de là, les choses vont aller assez vite, hein, puisque aux alentours de moins 100 000 ans, vous voyez Homo sapiens qui va coloniser, qui part coloniser cette fois non plus seulement l'ancien monde, comme on l'a vu avec le genre Homo, mais cette fois l'ensemble de la planète et le nouveau monde, comme vous le voyez ici. Alors, vous voyez apparaître des dates en bleu parce qu'il y a de nouvelles dates radiocarbone hein, qui suggèrent aujourd'hui que la colonisation du Nouveau Monde par Homo sapiens a sans doute été beaucoup plus précoce que ce que l'on pouvait imaginer. Et donc, toujours est-il que il y a à peu près 10 000 ans, Homo sapiens a colonisé l'ensemble des terres émergées de la planète et on estime que à partir de ce moment-là, c'est à peu près les trois quarts des terres émergées qui sont habitées et qui ont donc été transformées, commencent à être transformées peu ou prou par les humains. Deuxième trait important à prendre en compte dans ces racines lointaines de l'Anthropocène, c'est le fait que le genre Homo, et plus particulièrement encore Homo sapiens, constitue un genre et une espèce qui ont une relation médiée à l'environnement, c'est-à-dire que cette relation à l'environnement se fait par l'intermédiaire de techniques l'homme va façonner peu à peu sa niche écologique. Il va intervenir pour aménager son environnement et grâce à ses capacités cognitives qui ne vont cesser d'augmenter hein, tout au long de la préhistoire, eh bien, on voit que l'homme a un impact de plus en plus important sur son environnement direct.
Vous voyez ici une diapositive hein, qui vous montre depuis 3 millions d'années l'évolution des techniques de taille des outils en silex, en pierre, et vous voyez comment peu à peu hein, ces techniques évoluent, se perfectionnent. Vous voyez aussi comment à partir de 400 000 ans environ, l'homme domestique le feu. Et donc, à partir de ce moment-là, l'impact de l'homme est déjà relativement significatif. Et vous voyez que l'Anthropocène a des racines qui plongent très loin dans notre passé. Et on peut le suivre en particulier à partir de ce que l'on appelle le paléolithique supérieur, hein, c'est-à-dire dans nos régions européennes. C'est ce qui caractérise l'évolution des sociétés préhistoriques au cours des 50 000 dernières années. Et les paléontologues ont mis en évidence que entre moins 50 000 et moins 5 000 avant notre ère, les gros animaux qui caractérisaient les paysages du Quaternaire, comme les mammouths, hein, dont vous pouvez voir une image ici, mais aussi d'autres grands animaux, comme les mégacéros, les tigres à dents de sabre ou les ours des cavernes, eh bien, tous ces animaux ont eu peu à peu tendance à disparaître. Alors, euh, les paléontologues et les archéologues discutent autour de cette disparition. Les archéologues disculpent plus ou moins les hommes préhistoriques. Les paléontologues insistent sur le fait que dans les faunes qu'ils listent, il y a toute une série d'animaux qui disparaissent et que cela coïncide avec les chasseurs, le développement des chasseurs de la fin du Paléolithique. Et donc, on peut penser que cette disparition d'une grande partie de cette mégafaune du Quaternaire est associée aux effets combinés de certains changements du climat qui surviennent à cette époque, mais aussi à l'action, à la chasse des hommes du Paléolithique. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement important puisque à cette époque-là, dans cet intervalle de temps, ce sont deux tiers des genres et la moitié des espèces de cette mégafaune qui vont disparaître. Autre élément qui est peut-être plus paradoxal, c'est aussi la disparition de plusieurs espèces d'hominidés hein, qui surviennent aussi dans le même temps. Vous avez ici un arbre généalogique qui vous montre euh, l'évolution des différents types d'hominines hein, qui se sont succédés depuis 7 millions d'années pour arriver à l'espèce qui domine aujourd'hui, Homo sapiens. Vous voyez que on retrouve là quelque chose de tout à fait darwinien. Vous avez, en fonction de l'évolution qu'ont connue ces différents ancêtres de l'homme, différents genres qui se sont succédés avec les australopithèques, les paranthropes, le genre Homo, hein, dont je vous disais qu'il s'était développé à partir de 2 millions et demi d'années. Et vous voyez que il y a 50 000 ans, les paléoanthropologues, c'est-à-dire les archéologues qui étudient les restes d'anciens hominines, ont réussi à distinguer l'existence de plusieurs espèces de représentants du genre Homo il y a quelques 50 000 ans. Vous voyez bien sûr le genre l'espèce Homo sapiens. Vous avez déjà sans doute entendu parler de l'homme de Néandertal qui caractérisait l'Europe essentiellement. L'homme de Denisova sur les espaces est-européens et asiatiques, et puis deux autres espèces hein, qui ont pu être identifiées ici en Indonésie et aux Philippines. Eh bien, vers 10 000 ans avant notre ère, toutes les autres espèces autres que Homo sapiens disparaissent et les paléoanthropologues considèrent que c'est l'influence d'Homo sapiens, sa capacité
exceptionnelle à conquérir de nouveaux espaces qui a sans doute nui à ces autres espèces sans que l'on puisse parler réellement de massacre, dont on n'a pas retrouvé les restes, hein. Mais la concurrence exercée par Homo sapiens sur ces autres euh, ancêtres humains a sans doute été tout à fait délétère. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où le genre Homo lui-même n'est plus représenté que par une seule espèce. Et on voit donc l'action de l'espèce Homo sapiens a été complètement délétère et a mis fin à ce buissonnement darwinien. Et donc, c'est la première trace aussi un des premiers effets de la chute de la biodiversité qui touche notre propre genre, hein, le genre Homo. On va passer à une autre étape qui est celle du néolithique. Il y a 10 000 ans, les choses se passent dans le croissant fertile, hein, c'est ce que l'on apprend à l'école, au collège, en classe de sixième, hein, si mes souvenirs sont bons. Et on voit que à partir de cette époque néolithique, on va passer d'une économie de collecte, c'est celle des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique que l'on vient de voir, à une économie de production avec des gens qui, cette fois, vont travailler la terre ou élever des animaux. Et vous le voyez sur ces deux images, hein, bien sûr, cette néolithisation d'une partie de l'humanité va s'accompagner d'une ouverture des paysages pour installer les champs, pour installer les pâturages. Et donc, on assiste à ce moment-là à une transformation tout à fait significative des paysages. Et vous le voyez indiqué en bas de la diapositive, en Europe et en Asie, on estime que vers moins 3000 ans, c'est déjà à peu près 20% des forêts de la couverture forestière qui a été affectée. Le néolithique, avec la sédentarisation, hein, alors, auparavant l'homme était plutôt nomade au cours du paléolithique. Avec le néolithique, on assiste à la sédentarisation des humains. Et à partir de ce moment-là, c'est à quoi on assiste? On assiste à une augmentation très sensible du nombre des humains sédentarisés. La sédentarisation va favoriser l'augmentation du nombre d'enfants par femme. Et on considère que c'est à partir de ce moment-là que on peut parler du déverrouillage démographique de l'humanité. C'est ce que montre ce schéma. Vous voyez qu'à la fin du Paléolithique supérieur, on peut estimer le nombre des humains à environ 6 millions pour la totalité de la planète. Et à partir de la révolution néolithique, c'est-à-dire l'adoption de l'agriculture et de l'élevage, on voit le nombre des humains augmenter sensiblement, au point que, à partir des 6 millions d'humains qui caractérisaient la fin du Paléolithique supérieur, il y a 10 000 ans, eh bien, on se retrouve à peu près au changement de l'ère, à la fin du deuxième siècle de notre ère, aux environs de 200 millions d'habitants sur la planète. Donc, vous voyez que les choses sont en train de changer complètement d'ordre de grandeur. Ce qui est très intéressant à noter aussi, c'est comment le néolithique, qui s'accompagne donc d'une emprise de l'homme beaucoup plus forte, hein, d'une première domination de l'homme sur la nature, s'accompagne d'une modification très profonde des sociétés. C'est l'archéologue Jacques Cauvin, vous voyez le nom cité ici, qui le premier a souligné comment on assistait à ce moment-là à un changement des imaginaires tel que nous le laissent penser les différentes figurations du divin ou figurations pariétales que l'on peut observer. Par exemple, ici, avec le paléolithique supérieur, c'est une image qui vient de la grotte de Lascaux, hein, qui montre que à cette époque du paléolithique supérieur, les images pariétales que l'on peut relever concernent directement le monde animal, hein. C'est-à-dire que sans doute, hein, les mythes fondateurs de l'humanité à ce moment-là, des groupes humains, renvoient énormément au monde animal.
le monde humain ne figure à peu près que pour 4 à 5% des images pariétales qui ont pu être retrouvées jusqu'à nos jours. Par contre, vous le voyez, les images, les idoles ou les statuettes qui ont été retrouvées sur les sites néolithiques, en particulier à partir de la deuxième moitié du néolithique, renvoient à une forme d'anthropisation du monde divin, tel qu'on peut l'observer ici. Un dieu masculin avec une faucille, et puis une idole retrouvée dans les Cyclades, qui, elle, propose une image féminine. Vous voyez que ce qu'il faut retenir à ce moment-là, c'est comment le monde divin quitte la sphère du monde animal pour rejoindre la sphère des humains. Et dans le même temps, vous l'observez avec cette image qui nous montre les pyramides, on assiste à une très forte hiérarchisation des sociétés humaines. Donc vous voyez ces pyramides qui servaient de tombe pour les pharaons. Et il y a de multiples autres indices dans les restes que l'on a pu retrouver en Mésopotamie aussi qui montre comment ces sociétés sont en train de se structurer, de se hiérarchiser, et comment on voit l'émergence d'un État qui va dominer une population. On voit l'accroissement, aussi les débuts de l'esclavage, hein, et en particulier avec des tombes que l'on appelle des tombes d'accompagnement. Vous avez un individu central qui est euh, posé au milieu d'une tombe, et vous avez donc avec un riche mobilier, et puis autour de la tombe, vous avez d'autres individus qui sont inhumés beaucoup plus sommairement et dont on imagine qu'ils constituent les esclaves qui doivent accompagner le maître dans l'au-delà. Donc, vous voyez, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte, comment, en même temps que l'environnement subit un impact beaucoup plus important de la part de l'homme une fois qu'il est néolithisé, on voit aussi que à l'intérieur des sociétés humaines, les choses bougent, se transforment, et on assiste à une verticalisation des sociétés. Nouvelle étape que l'on peut tracer dans ces origines plus ou moins lointaines de l'Anthropocène, ce sont les temps modernes. Avec, vous avez différentes images qui sont indiquées ici, qui vous montrent tout d'abord le philosophe René Descartes, qui est souvent cité quand on parle de la domination de l'homme sur la nature et l'origine de cette domination, avec cette philosophie qui incite les hommes à devenir, à se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, une phrase qui est extrêmement citée pour marquer cette domination. Mais surtout, ce qu'il y a important à reconnaître dans cette philosophie de Descartes, c'est comment il propose de placer l'homme comme sujet face à une nature qui l'observe et qui devient l'objet de cette observation. Une attitude intellectuelle, mentale, qui va se révéler extrêmement efficace, puisque à partir de ce moment-là, les progrès scientifiques et technologiques ne vont faire que s'accélérer. Mais bien sûr, c'est une attitude que Philippe Descola a appelée le naturalisme, qui est responsable d'un très fort anthropocentrisme. Et à partir de ce moment-là, naturellement, l'imaginaire qui va se développer, qui ne va faire que accentuer l'impact de l'homme sur une nature qu'il ne considère plus que comme une ressource à exploiter. Autre élément important dans ces temps modernes, c'est la philosophie aussi proposée par Adam Smith dans l'ouvrage qu'il publie en 1776, qui est intitulé La richesse des nations. Et Adam Smith va proposer
de développer une économie qui n'est plus basée simplement sur le seul souci de la subsistance, mais qui va désormais rechercher l'abondance et la richesse, hein, d'où le titre de cet ouvrage, La richesse des nations. Et on peut trouver dans ce livre un peu l'origine, hein, d'une économie qui est axée sur la croissance matérielle, des biens matériels, l'opulence vue comme autour de cette matérialité. Et enfin, la troisième image que vous voyez là, celle de James Watt, qui va mettre au point la machine à vapeur, hein. Le brevet en est déposé en 1784. Et justement, Paul Crutzen proposait de faire commencer l'Anthropocène en 1784, parce que pour lui, bien sûr, on était là aux origines du machinisme industriel et on a vu comment l'Holocène correspondait au passage d'une économie de collecte à une économie de production. Eh bien, cette fois, avec la mise au point de la machine à vapeur et du machinisme industriel, d'une façon plus générale, on voit que l'on va passer à une économie productiviste. Dernier élément que je voulais mentionner avant de regarder les différents volets de l'Anthropocène, toujours dans les temps modernes, c'est comment l'Europe, à ce moment-là, va étendre son emprise sur l'ensemble de la planète avec une colonisation qui va affecter l'ensemble des autres continents. Et c'est à ce moment-là, pour reprendre les termes de Fernand Braudel, que se met en place une économie monde où on a un centre qui est basé surtout en Europe, mais aussi très vite en Amérique du Nord, qui va exploiter l'ensemble des autres continents, aussi bien pour aller rechercher les matières premières que pour revendre les produits manufacturés qui sortiront des ateliers nord-américains et européens. Et c'est à ce moment-là que s'établit cette grande fracture que l'on peut observer aujourd'hui encore entre un monde du Nord relativement riche et un monde du Sud qui est beaucoup plus en retard, beaucoup plus exploité sur le plan économique. Alors, si vous voulez, maintenant, on va regarder justement ces différents volets de l'Anthropocène que prend l'Anthropocène tel que le décrivent les spécialistes de cette nouvelle époque géologique. Vous le voyez ici, bien sûr, le premier point, celui qui est le plus souvent évoqué quand on parle de l'Anthropocène, c'est le réchauffement climatique. Alors, cette courbe vous montre, hein, très clairement comment, depuis la fin du 19e siècle, eh bien, on observe une hausse des températures globales très nette, hein. Pendant toute une première période jusqu'au début des années 1900, vous voyez que les choses ne sont pas forcément très marquées. On voit encore des oscillations qui font alterner petites périodes de réchauffement et périodes de refroidissement. Mais à partir de 1920 et surtout à partir des années 1970, vous voyez qu'il y a une accélération très claire de ce réchauffement climatique à l'échelle globale. Et aujourd'hui, on atteint les éléments qui ont été mesurés dans l'année passée montrent que nous avons déjà atteint 1,5 degré de réchauffement. Alors bien sûr, hein, en termes rigoureux, absolus, pour certifier qu'on a un changement climatique de 1,5 degré, normalement, il faut attendre 30 années d'observation, faire la moyenne de ces 30 années pour confirmer qu'on a un réchauffement climatique de l'ordre de 1,5 degré. Mais retenez, hein, en regardant cette courbe très clairement, comment aujourd'hui nous avons déjà atteint ce 1,5 degré de réchauffement par rapport au début du siècle. Alors, ce réchauffement climatique, les spécialistes du GIEC, hein, les experts du groupe international pour l'étude des changements climatiques, mettent ce réchauffement climatique directement en relation
avec l'augmentation de la concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Et ici, vous avez la courbe qui vous montre l'évolution de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique. Vous voyez que jusque dans les années 1950, cette évolution est relativement progressive, mais comment elle s'accélère très rapidement hein, à partir des années 1950. Et on a là très clairement le passage à partir des années 50 à une civilisation industrielle qui a tendance à se globaliser et qui est basée sur une croissance continue de la production et de la consommation. Et vous voyez comment cet impact des gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique, mais il y a d'autres gaz à effet de serre comme le méthane, le protoxyde d'azote par exemple, vont accentuer ce que l'on appelle le forçage de l'homme sur le climat, c'est-à-dire l'impact, l'influence de l'homme pour déterminer ce réchauffement climatique. Vous voyez comment dans les années 50, il est encore inférieur à 1 watt par mètre carré et comment au tournant des années 2010, 2011, on est légèrement supérieur à 2 watts par mètre carré et en 2022, on avait atteint un forçage de 2,7 watts par mètre carré. Alors bien sûr, hein, c'est l'élément aussi qui est évoqué en bas de la diapositive, la responsabilité dans ce forçage climatique n'est pas comparable entre les pays européens et nord-américains et les pays africains, par exemple. Donc, on a des responsabilités historiques tout à fait différenciées qui ne sont pas du tout les mêmes suivant les continents et les pays que l'on considère. Mais, et donc, quand on parle d'anthropocène, hein, cet anthropos auquel il est fait allusion, vous comprenez bien que on peut pas, bon, s'il désigne l'ensemble de l'humanité, toute cette humanité n'a pas une part de responsabilité égale hein, dans le réchauffement climatique et dans ce qui est en train d'advenir dans le cadre de l'anthropocène. Deuxième élément, la chute de la biodiversité. C'est le deuxième élément hein, qui est le plus souvent cité. On va pas regarder tous ces différents éléments qui figurent sur cette diapositive dans le détail, mais ils viennent directement du rapport publié en 2019 par l'IPBES. Hein. L'IPBES, c'est la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Si vous voulez, c'est un peu le GIEC de la biodiversité. Et donc en 2019, hein, dans ce premier rapport, l'IPBES pointait le fait qu'il y avait environ 1 million d'espèces qui étaient en danger d'extinction. On évalue le nombre d'espèces à la surface de la planète à quelques 10 millions d'espèces différentes. Alors, vous voyez aussi ici comment on appelle extinction de masse à un moment où on peut observer la disparition de 75% des espèces présentes sur la planète. Donc, on n'en est pas encore là. On ne peut pas encore parler directement d'extinction de masse, mais ce que l'on observe, bien sûr, c'est une baisse très forte des populations d'animaux, de faune, de flore, et ce qui laisse craindre, bien sûr, que l'on se dirige très rapidement vers quelque chose qui pourrait être une extinction de masse. Alors, à cela, plusieurs causes. La destruction des habitats, pensez à la déforestation, par exemple. La surexploitation, pensez à la pêche industrielle. La pollution, bien sûr. Le changement climatique qui va perturber les niches écologiques des espèces animales et végétales. Et puis l'introduction d'espèces exotiques qu'on appelle espèces invasives souvent, qui viennent perturber le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, dans la région de Besançon, il y a toute une série de frênes qui sont malades et qu'il a fallu abattre du fait de l'irruption de pathogènes d'origine asiatique. Donc, les espèces de nos régions ne sont pas forcément habituées à réagir
à des pathogènes qui viennent d'ailleurs. Et donc, au moment où ils sont mis directement en contact, il y a les espèces deviennent les espèces locales, hein, comme le frêne par exemple, deviennent très vite malades. Autre élément dans l'Anthropocène, l'artificialisation, l'anthropisation des écosystèmes terrestres sous l'influence de l'homme, c'est-à-dire que, en clair, c'est le recul du monde sauvage par rapport à un monde aménagé par l'homme. Donc on compte qu'aujourd'hui, c'est près de 50% des surfaces libres de glace qui sont occupées désormais par l'agriculture, l'élevage, l'urbanisation. L'exploitation aussi bien des forêts que l'exploitation du sous-sol. Et chose encore plus dérangeante, hein, si on reprend d'autres types de critères, par exemple la présence d'un habitant au kilomètre carré, c'est pas beaucoup, la présence d'une activité agricole, d'un bâtiment ou la proximité à moins de 15 km d'une route ou l'existence d'une lumière nocturne, eh bien, c'est près de 83% hein, des environnements terrestres qui sont perturbés ou qui sont affectés plus ou moins directement par l'homme. Autre volet extrêmement important qui nous touche aussi directement, la pollution des écosystèmes par les activités humaines. Alors vous avez deux images ici qui vous montrent les deux principaux responsables hein, de cette pollution. La pollution industrielle, bien sûr, et la pollution des correspondants associés aux activités agricoles. Alors, vous avez différents mécanismes hein, qui sont responsables de cette pollution, ce qu'on appelle la bioaccumulation, c'est-à-dire que même avec des quantités infimes, peu à peu, sur la durée, ces polluants d'origine industrielle, domestique ou agricole s'accumulent dans les écosystèmes et finissent par les perturber. Vous avez aussi la biomagnification, c'est-à-dire que tout au long de la chaîne alimentaire, il y a une concentration des produits nocifs qui marque donc cette chaîne alimentaire et qui fait que au bout de la chaîne alimentaire, vous avez une concentration de plus en plus forte en produits toxiques. Euh, Pensez par exemple à ce que l'on a pu dire sur le thon, les conserves de thon, il y a quelque temps, je crois que c'était à la fin de l'été, qu'on a tiré l'attention sur le fait que on retrouvait des éléments nocifs dans beaucoup de conserves industrielles de thon. Euh, euh, Finalement, à quoi on assiste si on regarde cette pyramide du vivant, hein, vous savez que c'est une façon de représenter le vivant avec, qui repose sur le sol. À la base, vous avez le sol avec toute une activité euh, euh, qui, qui caractérise les micro-organismes qui vont transformer les déchets en matière organique, qui vont nourrir les étages supérieurs. Donc, tout d'abord, tout ce qui est végétation. Ensuite, on va retrouver les herbivores, les carnivores. Et en fait, l'homme hein, participe de ces différents étages en étant lui-même carnivore et herbivore. Et en fait, toute la pollution qui se déverse dans la partie basse hein, va rejoindre naturellement, peu à peu, toutes les parties supérieures qui se nourrissent des parties inférieures. Et c'est ce que l'on peut pointer du doigt quand on parle des ruissellements hein, dans les processus de pollution. Bien souvent, bon, à un moment donné, on entendait parler du fait que les agriculteurs devaient faire attention aux endroits où ils répandaient leurs intrants agricoles, les pesticides, les herbicides, et on conseillait par exemple,
d'éviter de répandre ces produits sur une bande d'environ 100 mètres au-delà des habitations, des premières habitations. Et en fait, quand on pense au processus de ruissellement, eh bien, de toute façon, c'est l'ensemble des écosystèmes qui se trouvent touchés, affectés et perturbés. Et naturellement, vous avez l'ensemble de ces processus conduit à ce que la pollution produite, déversée à la base, va rejoindre l'ensemble du vivant. Et c'est ce qu'un certain nombre de scientifiques aujourd'hui pointent du doigt en alertant sur le fait que on peut considérer que dans la biosphère, il n'y a qu'une seule santé, un One Health, une seule santé, c'est-à-dire que la santé des humains n'est pas différente de celle des autres vivants de la biosphère. Et à partir du moment où les vivants une partie des vivants de la biosphère se trouve affectés par cette pollution, c'est l'ensemble des vivants, y compris les humains, qui va se retrouver affectés. Et vous le voyez, vous avez un certain nombre euh, de scientifiques de la communauté des médecins qui pointent aujourd'hui les effets nocifs de cette pollution, de cette introduction de produits artificiels dans les écosystèmes terrestres, qui sont largement à l'origine de perturbations de la santé des humains avec, à travers les cancers, la baisse du quotient intellectuel, des perturbateurs endocriniens ou qui peuvent affecter aussi la fertilité masculine. Dernier élément dans cette anthropocène, la question démographique. C'est une question relativement importante et qui généralement a du mal à être prise en compte, à être acceptée. Bon, tout d'abord, vous le voyez, on assiste à une explosion de la démographie de l'humanité depuis le 19e siècle. Au début du 20e siècle, vous voyez, on est aux environs de 1,5 milliard d'humains. En 1960, on double une première fois. On passe à 3 milliards d'humains. Et puis, en 1999, on double une deuxième fois, on passe à 6 milliards d'humains. Et vous voyez qu'en 2023, on est passé à 8 milliards d'individus. Donc, naturellement, ça représente une masse énorme, un nombre énorme qui va avoir un impact d'autant plus important sur les écosystèmes terrestres. Vous avez ici un certain nombre d'indications qui sont tirées d'un article publié en 2018 qui pointait du doigt la biomasse que représentent les humains par rapport à la biomasse de tous les mammifères terrestres. Vous voyez que le bétail, les animaux domestiques des humains représentent 60% à ce moment-là des mammifères terrestres, les humains eux-mêmes 36%, et vous le voyez, il ne reste plus que 4% pour les mammifères terrestres sauvages. Alors, naturellement, cet impact des humains sur les écosystèmes terrestres, elle va dépendre bien sûr de la technique et des modes de consommation. Donc, tous les humains n'ont pas du tout le même impact. Ce qu'on en a aussi essayé de chiffrer quand on parle d'empreinte écologique. Euh, on voit aussi comment les humains, à eux seuls, accaparent entre un quart et un tiers de la productivité primaire nette des écosystèmes terrestres. Donc, quand on parle d'impact de nombre trop, sans doute trop important aujourd'hui des humains, il faut regarder cette part de la productivité primaire qui est accaparée par les humains au détriment du reste des vivants. Et puis, naturellement, un autre élément qu'il faut prendre en compte dans cette démographie de l'humanité, c'est la population urbaine qui augmente de plus en plus fortement. On pense que d'ici 2050, ça sera 75% des humains qui vivront en ville
contre encore 50% aujourd'hui. Et c'est une dissociation qui va s'accentuer encore entre le monde des humains et le reste du vivant. Alors, pour finir, vous le voyez, l'Anthropocène correspond à une forme d'impact de l'homme sur les écosystèmes terrestres qui ne cesse de s'accélérer et de s'accentuer. Vous avez ici un schéma qui vous montre euh, avec trois axes principaux. L'évolution, tout d'abord de la population, c'est cet axe horizontal ici. Euh, L'autre axe correspond à l'augmentation du nombre des brevets qui sont déposés, donc c'est l'évolution de la technologie, hein, les progrès techniques, on peut résumer de cette façon-là. Et enfin, l'axe vertical correspond à l'évolution du PIB mondial. Alors, la petite boîte que vous voyez en rouge en bas correspond à la situation au début du XXe siècle. Vous voyez qu'on est à un peu moins de 2 milliards d'habitants, pour 2 milliards un peu moins de 2 milliards d'humains. Euh, et on a une production, un PIB mondial qui est de l'ordre de 2 trillions de dollars. On passe à 1950, c'est la boîte verte qui est représentée. Et vous voyez que là, on passe à 2 milliards et demi d'individus, d'humains. Et le PIB, par contre, lui, a déjà doublé, hein. On passe à un peu plus de 5 trillions de dollars pour le PIB mondial. Et par contre, si on se projette en 2019, vous voyez que la population humaine a à peu près été multipliée par 3 hein, par rapport à 1950. On passe à un peu moins de 8 milliards d'humains, alors que le PIB mondial, lui, a été multiplié pratiquement par 17. Donc on voit l'accélération hein, des activités économiques et donc de l'impact des humains sur les écosystèmes terrestres. Et j'ai fait figurer ici sur cette diapositive une image de la Terre vue par les missions Apollo hein, qui se développent à partir des années 1960. C'est la première fois que l'on va avoir une image de notre planète, de notre niche écologique dans le cosmos. Et on le voit à travers cette image, on a affaire à un monde limité. La planète n'est pas expansive. La planète a des dimensions qu'elle ne pourra pas augmenter. Et on assiste ainsi à une sorte de collision entre un système économique qui se veut fondé sur une croissance illimitée à la fois de la production et de la consommation, dans un monde qui est fini, c'est celui de notre système Terre, celui de notre planète qui aura toujours les mêmes dimensions. Alors, vous avez un certain nombre de gens qui se sont inquiétés, on peut dire relativement tôt, de cette évolution. Et à la fin des années 1960, à l'Institut de technologie du Massachusetts, il y a eu un certain nombre de scientifiques qui se sont interrogés sur l'évolution que connaissait à la fois le monde de l'économie, le monde de l'humanité face à la planète et qui se sont interrogés sur la quantification de cette évolution et voir à quoi elle nous conduisait. Et leurs travaux ont été achevés au début des années 70. C'est 4 étudiants qui ont été commis plus particulièrement à cette approche prospective et ils ont publié leur rapport en 1972 sous le titre Les limites à la croissance. Et
c'est une des figures clés hein, de ce rapport. Vous l'avez ici. Elle montre l'évolution de différents paramètres depuis le début du XXe siècle jusqu'à l'horizon 2100, à la fin du XXIe siècle. Vous avez différentes courbes. Une courbe qui montre l'évolution des ressources, une autre qui montre l'évolution de l'alimentation, la population ici en bleu, la pollution, vous avez ici en rouge, et puis la production, pardon, la production industrielle en rouge, et puis la pollution ici, la courbe du bas. Et à partir des données existantes, ces étudiants ont modélisé l'ensemble de la planète, des écosystèmes terrestres, des activités humaines, et leurs conclusions sont sans appel, hein. Dès 1972, ils montrent comment on court à une impasse, c'est-à-dire le monde économique tel qu'il se développe n'est pas tenable. Et on va assister à un épuisement des ressources planétaires qui va entraîner dans le milieu du siècle une sorte d'effondrement, effondrement démographique, mais aussi effondrement économique. Donc, ces conclusions ont fait l'objet d'énormément de débats, des débats qui étaient âpres, hein. En fait, elles ont fait l'objet aussi d'un certain nombre de vérifications par des scientifiques qui se sont penchés à nouveau sur ces estimations dans les années 2010, vous voyez, Turner, d'autres ici en 2021. Et les chiffres qui sont sortis de ces différentes études ont montré que pour le moment, les chiffres avancés par les conclusions avancées par le rapport Meadows en 1972 étaient encore tout à fait conformes à la réalité que l'on pouvait observer aujourd'hui. Toujours est-il que sans pronostiquer euh, à l'année près la possibilité d'un effondrement, ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que c'est la première fois qu'on alerte très clairement le monde économique sur le fait que développer un système économique basé sur une croissance illimitée de la production et de la consommation n'est pas tenable à long terme dans un monde fini, et comment cela ne peut qu'inévitablement conduire à un effondrement qui n'est pas à imaginer dans un millénaire ou dans deux millénaires, mais qui pourrait être relativement proche et survenir au cœur même du XXIe siècle, hein. C'est ça qu'il faut retenir de ce rapport Meadows. D'autres scientifiques qui travaillent plus directement sur les écosystèmes planétaires ont essayé de faire le bilan euh, de- des écosystèmes terrestres, voir quel était l'impact, où en était l'impact de l'homme sur ces écosystèmes terrestres. Et ils ont établi un certain nombre d'indicateurs sur un certain nombre de volets de cet écosystème terrestre. Tout d'abord, vous le voyez ici, le climat, ensuite la biodiversité, l'anthropisation des écosystèmes, hein, ce que nous avons vu tout à l'heure, leur artificialisation, les ressources en eau douce, les flux biochimiques, c'est-à-dire principalement les intrants agricoles que l'on rejette dans la nature sous forme de phosphore ou d'azote, l'acidification des océans, les aérosols atmosphériques, les poussières qui sont rejetées dans l'atmosphère du fait des activités industrielles, et l'ozone stratosphérique. Et ici, dernière limite planétaire, la pollution. Alors, pour ces différents indicateurs, ils ont fixé, déterminé des limites à ne pas dépasser. C'est ce qui est indiqué ici en vert, c'est ce que vous voyez sur cette ligne ici. Donc, pour que les écosystèmes puissent fonctionner normalement, il faut rester en deçà de cette limite planétaire.
quand on dépasse cette limite planétaire, on passe dans une zone orangée, qui est une zone dangereuse, hein, avec un seuil éventuellement qui paraît encore un seuil critique au-delà duquel on peut avoir le fonctionnement des écosystèmes qui bascule. Et finalement, la troisième zone que vous avez ici en rouge représente la zone qui est dangereuse, où le fonctionnement des écosystèmes est complètement perturbé, remis en cause et refonctionne dans d'autres systèmes d'équilibre que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, vous voyez que cette évaluation euh, qui a été faite des 9 limites planétaires proposées par le groupe animé par l'Américain Will Steffen et le Suédois Johan Rockström, montre qu'aujourd'hui, nous avons 7 des 9 limites planétaires qui sont dépassées. Et pour votre gouverne, la septième limite planétaire a été évaluée hier et considérée comme dépassée. C'est l'acidification de l'océan. Et je vous invite à vous reporter sur le site web de Planetary Health Check où vous pourrez retrouver toutes les indications concernant ces différentes limites planétaires. On approche de la conclusion, hein, et je voulais vous montrer cette avant-dernière diapositive pour poser la question de euh, à qui peut profiter, à qui profite réellement cette destruction en cours des écosystèmes terrestres. Vous avez ici un certain nombre de, de documents qui vous montrent les différents aspects des types d'inégalités que l'on peut observer aujourd'hui parmi les humains. Tout d'abord, le premier document que vous avez ici vous montre les inégalités telles qu'elles ont pu être mesurées à travers le rapport sur les inégalités mondiales en 2018. Et ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'elle montre la répartition des revenus de la croissance mondiale entre 1980 et 2016, c'est-à-dire pendant 36 ans. Il ne s'agit pas d'une seule année, mais de regarder quand même un certain nombre de décennies, presque 40 ans, et on voit très clairement comment euh, les 50% les plus pauvres de la population n'ont capté que 12% de la croissance mondiale, tandis que les 1% les plus riches de la population, vous faites attention ici parce que on a un zoom sur le dernier pourcent, il n'est pas à l'échelle des 99 autres. Donc, les 1% les plus riches de la population mondiale ont capté, eux, près de 27% de cette croissance économique pendant les 36 années écoulées entre 1980, encore une fois, et 2016. Donc, vous voyez comment, s'il y a croissance économique à l'échelle de la planète, cette croissance est très inégalement répartie pour ce qui est des bénéfices. Autre élément d'inégalité, celle des patrimoines, hein. Vous voyez que les 10% les plus riches de la planète ont à eux seuls 75% des richesses patrimoniales. Et on pourrait continuer encore dans le détail. Vous voyez aussi, élément toujours très important, c'est ce que c'est les inégalités qui concernent le genre, hein. Vous voyez comment les femmes représentent dans ce rapport UNICEF publié en 2014, comment les femmes représentaient à ce moment-là 66% du travail effectué à l'échelle de la planète, 50% de la production alimentaire, et qu'elles ne captaient que 10% des revenus, 1% du patrimoine,
et représentait à peu près 70% de la population pauvre à la surface de la planète. Donc, inégalité dans les bénéfices retirés des activités économiques humaines. Et vous le voyez aussi, c'est la partie inférieure de cette diapositive, une empreinte écologique extrêmement contrastée. On peut simplement, hein, pour ne pas être trop long, considérer les responsabilités par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Vous avez 1% les plus riches qui sont responsables d'à peu près 15% de ces émissions de gaz à effet de serre. Les 10% les plus riches, presque la moitié des émissions, pendant que la moitié la plus pauvre de la planète n'est responsable que de 12% de ces émissions de gaz à effet de serre. D'autres chiffres, hein, l'Afrique, 3% de ses émissions, tandis que les pays du G20, les pays les plus riches de la planète, 80% des émissions. Donc voilà, bon, je pense vous avoir donné un premier aperçu hein, de ce qu'on peut appeler l'Anthropocène. Quelques points de conclusion avant qu'on puisse échanger. L'Anthropocène comme rupture, l'Anthropocène comme époque disruptive. Alors pour illustrer ça, j'ai rapporté la chronologie de l'histoire de l'humanité à la chronologie de l'histoire de la planète en ramenant l'histoire de la planète à 24 heures. Hein. Eh bien, si on ramène l'histoire de la planète, c'est-à-dire 4 milliards et demi d'années à 24 heures, on peut considérer que les débuts de l'humanité, des premiers bipèdes avec les premiers hominines, apparaîtraient il y a 7 millions d'années, on a vu. Donc ça correspondrait à peu près à 23h57 minutes. Sapiens, qui est apparu il y a 300 000 ans, en fait, il apparaîtrait vous le voyez, à 23h59 minutes et 54 secondes. C'est-à-dire que le paléolithique supérieur tout entier tient dans la dernière seconde. Et donc, vous voyez, vous imaginez que l'Anthropocène, ce n'est qu'une toute petite partie de cette dernière seconde. Donc, toutes les destructions, toutes les perturbations des écosystèmes terrestres que nous avons vus surviennent dans cette fraction de dernière seconde. Donc, vous voyez, une façon d'imaginer comment l'Anthropocène est réellement une époque disruptive. Non seulement nous sommes en train de manger notre planète, mais nous sommes en train aussi, d'une certaine manière, de coloniser le futur. C'est-à-dire que nous compromettons l'avenir des futures générations, puisqu'elles n'auront plus une planète en bon état, capable de subvenir aux besoins des générations futures. J'espère aussi vous avoir montré comment, bien sûr, on peut dénoncer une économie productiviste telle qu'elle se met en place à travers le capitalisme. D'ailleurs, certains ont proposé d'appeler l'Anthropocène le capitalocène. Mais vous avez vu aussi, quand on remonte aux racines lointaines de l'Anthropocène, comment il faut s'imaginer non plus seulement en termes de capitalisme, mais tout simplement en termes d'une espèce parmi les autres au sein de la biosphère. Donc le genre Homo, mais aussi l'espèce Homo sapiens, et nos responsabilités, notre impact remonte très loin dans le temps. Vous avez vu aussi, ça c'est un élément extrêmement important de mon point de vue, comment à mesure qu'on voit les écosystèmes perturbés par les activités humaines, eh bien, on voit aussi les sociétés humaines, tout du moins une partie d'entre elles, évoluer en profondeur. Et c'est Philippe Descola hein, qui faisait cette observation que les relations, le type de relations que nous avons avec le milieu environnant, là, avec la biosphère, est à bien des égards à l'image des relations qui s'établissent au sein même de nos propres sociétés. Et enfin, le dernier élément que l'on peut évoquer,
c'est un besoin inédit de science, hein, bien sûr, à mesure que nous devons faire face à cette crise écologique, essayer de trouver des solutions. Naturellement, une meilleure connaissance du milieu naturel devient de plus en plus importante et on ne peut que regretter aujourd'hui, bien sûr, que trop souvent les scientifiques soient montrés du doigt, soient dénoncés, ou alors que leurs résultats soient laissés pour compte et déniés. Voilà. Donc, la dernière question en fait que nous pose l'Anthropocène, c'est en même temps qu'elle nous montre comme responsables de ces dégradations, de ces perturbations des écosystèmes terrestres, c'est de montrer qu'aujourd'hui, euh, la Terre est entre nos mains, hein, une responsabilité proprement vertigineuse. Et la question qui est directement associée à celle-là, c'est quel est le monde que nous voulons, quel est le type de société que nous voulons, quel est le type de rapport que nous voulons développer avec le reste de la biosphère. Merci pour votre attention. C'est là-dessus que cette dernière diapositive que je terminerai. Bien, merci Michel Magny. On est à la fois bluffé par la clarté des données que vous nous avez exposées, leur aspect synthétique est totalement foudroyant et ça montre à quel point on a besoin de s'ancrer sur des données très précises, chacun dans nos sphères respectives pour étayer nos discours et à chaque fois revenir à des données scientifiques précises parce que là, je crois qu'on est tous euh, aussi accablés que je le suis probablement. Je pense qu'on peut vraiment vous remercier, espérer que ce webinaire sera très largement rediffusé. On était une cinquantaine aujourd'hui et je vous encourage très vivement, on va le mettre d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube et je vous encourage très vivement à en faire profiter l'ensemble de vos collègues et parentèles autour de vous et on a quelques minutes pour prendre vos questions. Est-ce qu'on est tous accablés et trop accablés? Pas de questions? Je sais pas si des personnes ont des questions mais n'osent pas les poser. Personne ne lève la main? Je pourrais en profiter peut-être pour ajouter deux mots sur les débats qui ont accompagné hein, la proposition par Crutzen du terme anthropocène. Alors, il y a eu, les géologues ont été relativement réticents hein, par rapport à cette proposition parce que bien sûr, c'est eux les gardiens du temple, hein, les gardiens de l'échelle des temps géologiques, de la stratigraphie telle qu'elle a été définie tout au long de leurs recherches. Et ils ont mis sur pied une commission de travail pour voir dans quelle mesure on pourrait justement homologuer par la communauté des géologues le terme d'anthropocène. Cette commission de travail a statué en juin 2019 sur une recommandation qui était celle d'accepter ce terme d'anthropocène. En juillet 2023, cette commission a proposé de faire débuter l'anthropocène en 1950. Et puis, en mars 2024, donc l'année dernière, de façon tout à fait récente, donc, le terme n'a pas été homologué. La commission de stratigraphie de l'Union internationale des géosciences a refusé d'homologuer le terme. Mais vous avez un débat qui se poursuit dans les revues internationales, notamment Nature, par exemple. Et bon, ça ne veut pas dire que le terme ne finira pas par être homologué, mais on peut ne pas être tout à fait surpris par ce résultat parce que décréter en 2025, par exemple, enfin, ou en l'an 2000, comme le faisait Crutzen,
qu'on était entré dans une nouvelle époque géologique. C'était peut-être un peu rapide. Bon, Crutzen, je vous l'ai dit, c'était un chimiste, donc il n'appartenait pas à la communauté des géologues. D'autre part, bien sûr, hein, c'est un peu une gageure de proposer une nouvelle époque géologique qui ne commencerait qu'en 1950, donc qui n'aurait que 70 ans de durée pour le moment. Donc, ce qu'il faut, hein, c'est retenir simplement pour l'essentiel que le débat continue, hein, à travers des articles scientifiques pour et contre, mais que de toute façon, il y a toute une partie de la communauté scientifique internationale qui a adopté le terme, hein. Vous avez plusieurs revues qui portent le nom d'Anthropocène, qui, dans leur titre, hein, ont adopté le nom d'Anthropocène. Donc voilà, pour le moment, c'est un concept qui est largement utilisé, qui fédère beaucoup d'équipes interdisciplinaires, et c'est sans doute l'essentiel à retenir, pour le moment, ça ne soit pas adopté par les géologues, c'est pas la fin du monde, hein. Voilà. Alors, on a une personne dans l'Assemblée qui nous demande si vous aviez le nom de la publication qui parle du dépassement des limites concernant l'acidification des océans. Ah, vous allez directement sur le site de Planetary euh, Check, Planetary Health Check, et vous allez voir la publication, le rapport de l'Institut qui est basé à l'Université de Potsdam et qui est dirigé justement par Johann Rockström. Et vous allez avoir la publication directement accessible en PDF avec tout son détail ou un résumé un résumé d'une bonne dizaine de pages. Voilà. Et Euh, bon, c'est important, hein, cette nouvelle limite planétaire qui est franchie, parce que ce qu'il y a derrière l'acidification des océans, en fait, l'océan s'acidifie parce qu'il absorbe du CO2, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la capacité des océans à absorber une partie de nos émissions qui va se trouver remise en cause. Les océans constituent un puits de carbone, c'est-à-dire absorbent une partie du gaz carbonique que nous émettons, hein, donc, et c'est de l'ordre d'à peu près 30%, non, pardon, 25% de nos émissions, hein. Et donc, vous voyez, c'est pratiquement un quart de nos émissions de gaz carbonique qui peuvent être absorbées naturellement par les océans. Et donc, naturellement, si les océans ne jouent plus ce rôle ou diminuent dans leur possibilité de compensation, hein, en jouant ce rôle de puits par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, naturellement, c'est le réchauffement climatique qui va se retrouver, qui va se retrouver encore accéléré. alors, il y a une autre question qui va dans le même sens de Patricia Perrier. Les écosystèmes terrestres sont très étudiés, mais comment prendre en compte aussi les écosystèmes marins? Alors, c'est quelque chose qui se développe, hein. Je crois que c'est cette année que vous avez eu une conférence mondiale autour de la protection des aires marines. Et le monde marin a été très longtemps un peu laissé pour compte. Je crois que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un chercheur canadien qui alertait sur la possibilité de l'épuisement de l'océan, hein, en matière de pêche. Et il était absolument pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que la pêche, même avec les surcapacités d'exploitation que l'on met en œuvre, les résultats de la pêche tendent à décliner, hein. Donc, ça montre l'épuisement accéléré dans lequel se trouve le monde marin aujourd'hui. Et c'est tout un monde qu'il est sans doute encore, qu'il faut continuer d'explorer. Et
qu'il est sans doute aussi plus difficile d'explorer parce que ça demande des outils qui sont particuliers, qui sont plus difficiles à mettre au point par rapport aux écosystèmes terrestres qui sont directement à portée de notre regard. Ce qui se passe sous le niveau des mers, bien sûr, c'est plus difficile à aborder. Et vous avez aussi entendu parler des projets d'exploitation des fonds marins pour les métaux rares. Et donc, c'est toute une problématique là qui est en train de se développer autour des océans, une sorte de course de vitesse entre, d'une part, la connaissance et la protection face à des appétits toujours plus voraces hein, pour exploiter les différentes parties de notre planète. Alors, on nous demande aussi, Nadège, combien de temps pourrait durer l'Anthropocène à ce rythme? Ah, alors là, je suis pas futurologue, donc je peux pas préciser les choses, mais on peut regarder, par exemple, le rapport Meadows, hein, voilà, donc qui suggère que les choses sont plus tenables dans la deuxième moitié du XXIe siècle, voilà. Donc, c'est quelques décennies que nous avons devant nous. C'est c'est une forme de course de vitesse hein, qui est engagée entre les alertes que lancent les scientifiques, la nécessité de réagir et puis une certaine inertie, pour ne pas dire une large inertie de la part des élites politiques et économiques. Héloïse Masson remercie pour l'accent porté aux inégalités, aux inégales responsabilités au sein même de notre espèce et aux inégalités qu'engendre ce système. Il existe en effet des responsabilités inégales nord-sud, il existe également des responsabilités inégales en fonction du genre. Je crois que vous aviez une diapo à la fin Oui, qui oui, était très... voilà. Et je crois que, en fait, une des clés hein, dans les réponses à apporter à l'Anthropocène se trouve au sein même de nos sociétés. C'est-à-dire que j'espère que vous avez vu, vous avez bien pu noter comment, à mesure que l'homme a un impact, une domination, exerce une domination de plus en plus forte sur les écosystèmes terrestres, comment on peut observer aussi que ça s'articule sur une transformation des sociétés où justement on passe de sociétés relativement égalitaires au paléolithique du point de vue de la richesse économique, hein, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'inégalité dans les sociétés de la préhistoire, mais du point de vue économique, des sociétés relativement égalitaires à des sociétés qui, à partir de la deuxième moitié du néolithique, se structurent, se hiérarchisent, à travers lesquelles on va voir s'installer de véritables rapports de domination. Donc on peut dire que le rapport de domination que l'homme exerce sur le monde naturel, sur la biosphère, il est en large partie le reflet de rapports de domination qui se sont développés au sein même des sociétés humaines. Mhm. Une dernière intervention peut-être de Gérard Magnonet qui se pose la question de comment peut-on toucher les indifférents? Ah là là, si j'avais la réponse à la question, je crois qu'il y aurait un gros pas d'effectuer. Non, je peux pas, j'ai pas de réponse toute faite à ce genre de choses. Bon, pour l'anecdote, j'étais il y a pas longtemps dans une salle d'attente dans un cabinet médical. Quelqu'un me voyait lire un livre d'écologie et puis bon, on me demandait si j'étais intéressé par la question. J'ai dit oui. Et puis je lui retourne la question en lui disant s'il avait déjà lu des livres d'écologie. Il a explosé de rire. Et voilà, bon, que faire par rapport à des réactions comme ça? On voit hein, comment dans notre entourage, on, on a encore des gens qui sont complètement en dehors de la perception, je dirais, d'un début de perception des choses qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et peut-être que la première des catastrophes
sans parler d'effondrement de la biosphère, des inégalités qu'il y a dans nos sociétés. La première des catastrophes, c'est que on ne réagisse pas par rapport à ce qui se passe, quoi. Pour le moment, on est encore dans l'incapacité d'agir à la hauteur des enjeux qui se profilent devant nous. Et c'est vraiment tout à fait particulier parce que pour la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité, il y a une partie des humains, c'est le propre de la communauté scientifique, qui maintenant est arrivée à dire un peu vers quel type de futur on se dirigeait. C'est-à-dire, quand on prend le rapport Meadows de 1972, on peut dire que ça fait 50 ans qu'on est averti que les choses, d'une manière ou d'une autre, hein, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas tenables. Et ça, pas dans un terme qui est très éloigné de nous, mais dans un laps de temps qui est relativement court, quoi, voilà. Donc on est à la fois averti et à la fois dans le déni ou indifférent. Donc bon, faut travailler au contact des gens que nous avons autour de nous, dans les lectures, dans la sensibilisation. Je vois beaucoup de choses aussi qui sont faites dans le monde culturel, hein. Je vois par exemple ici à Besançon, tout ce qui est activité culturelle et théâtrale prend largement en compte cette thématique de l'Anthropocène. Voilà, bon, mais ça pose question, hein, parce on est dans l'urgence et on voit que on doit faire un changement d'imaginaire, on doit procéder à un changement d'imaginaire. Procéder à un changement d'imaginaire, ça demande du temps. Voilà. Donc, Oui, et je suis pas euh, certaine que dans l'imaginaire des jeux du monde du game, mhm. qui concerne peut-être peu notre génération, mais celle des jeunes, je serais curieuse de lire des thèses sur ce qui s'y passe et quel monde de violence ou de zénitude on y développe. Oui, oui. Je pense que ça aide pas, La question reste posée, mais de toute façon, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Voilà. absolument. C'est le mot de la fin, je crois. Voilà. Merci infiniment, tout le monde. Il y a plein de Merci manifestations beaucoup. dans le chat où tout le monde a trouvé cet exposé passionnant et merci vraiment et à bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci. À très Merci. Au bientôt. Au revoir. revoir.